Alors maintenant, on va passer à quelques théorèmes qui ont attrait aux sous-espaces propres supplémentaires. Alors là, contrairement à avant où on avait introduit les sommes de sous-espaces vectoriels avec des sacs à patates et où on s'était intéressé aux dimensions avec la formule de Grassmann, etc., on avait quand même dit à la vidéo précédente que la représentation d'espaces vectoriels sous la forme de sacs à patates, en fait, ça pose quelques petits problèmes. Parce que voilà, en fait, un espace vectoriel, c'est pas vraiment un sac à patates, c'est beaucoup plus complexe que ça. Enfin, c'est plus complexe, c'est pas que c'est plus complexe, c'est juste que c'est d'une nature différente en fait, hein, c'est juste ça. Parce que je voudrais pas donner l'impression qu'on fait des trucs complètement délirants, c'est juste une autre nature qu'un sac à patates, quoi, c'est tout. Et là, quand on arrive justement à la somme de sous-espaces vectoriels, et ben là, le gros problème, c'est que la métaphore et l'illustration par des sacs à patates qui s'entrecoupent, le problème, c'est qu'à ce moment-là, ça ne fonctionne plus trop. C'est la limite de la métaphore. Donc, on va être obligé de laisser, malheureusement, à cet endroit-là, notre sac à patates. Bon, gardez-le si vous voulez pour retenir la formule de Grassmann, hein, si ça peut vous être utile. Et encore une fois, c'est juste un moyen mnémotechnique de s'en souvenir. Maintenant, ce que je vous conseille d'avoir avec vous à la place de votre sac à patates, c'est toujours l'espace. Vous prenez toujours l'espace parce que ça, vous y êtes habitué, vous êtes en dimension 3. Et comme sous-espace vectoriel, on va prendre le plan pour f, donc de dimension 2, et on va aussi prendre un axe réel, qui va traverser le plan et qui sera G, qui sera notre deuxième sous-espace vectoriel. Voilà, donc l'exemple que je vous conseille vraiment d'avoir toujours avec vous pour bien comprendre le cours et même lorsque vous êtes en DS ou je ne sais pas quoi, ou même au concours, vous faites ça au brouillon, vous voyez, ça va vous calmer, ça va vous déstresser, tranquille, parce que ça, on en a vraiment l'habitude, on comprend bien ce qui se passe. Voilà, F, c'est le plan, il est de dimension 2, il est en rouge. G, il est en bleu, il est de dimension 1, il traverse le truc. E, c'est R3, c'est tout l'espace. Et il est bien somme directe de F et de G. Voilà. Alors, premier théorème assez intéressant, c'est en ce qui concerne les bases. Les bases de F, de G et de E. On avait vu dans une vidéo précédente que si B1 était une base de F et que B2 était une base de G, alors lorsque vous concaténiez B1 et B2, ça vous faisait une nouvelle famille de vecteurs qui n'était pas forcément une base de f plus g. Jamais forcément. C'est toujours nécessairement évidemment une famille génératrice, mais on se souvient, ce n'est pas forcément une famille libre. Évidemment, il peut y avoir des vecteurs qui sont dans f et dans g simultanément, et là, ça pose un petit problème. Mais il se trouve que là, f et g sont en somme directe. Ils sont en somme directe. Ça veut dire qu'ils ne partagent entre eux que le vecteur nul. Voilà, f inter g est réduit au vecteur nul. Je précise au passage que c'est super important de mettre des accolades ici parce qu'on parle vraiment d'un ensemble à ce moment-là, très très important. N'écrivez pas simplement f inter g égale le vecteur nul. Non, non. C'est l'ensemble qui est réduit au vecteur nul. Bon, passons. Et donc là, ce qui est marrant, c'est que ça veut quand même dire que f et g ne partagent quasiment rien en commun à part ce vecteur nul. Donc si on prend une base de f et une base de g et qu'on les concatène, nécessairement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une base de f plus g, obligatoirement. Donc voilà, si jamais vous prenez B1 une base de f et B2 une base de g, c'est-à-dire que B1, qu'est-ce que c'est? Dans notre exemple, ça va être quoi? Ça va être une famille de deux vecteurs, puisque f est de dimension 2, donc on a besoin nécessairement de deux vecteurs, ni plus ni moins, qui soient non collinéaires, évidemment. Et B2, une base de g, dans notre exemple, ça va être juste un seul vecteur là pour générer G. On a juste besoin de ça. Voilà, pour B1, je vais prendre UV. U, c'est le vecteur qui est ici, V, c'est le vecteur qui est là. Ils nous permettent bien de générer tout le plan. C'est une famille libre, donc c'est bien une base de F, il n'y a pas de problème. Et pour B2, on va prendre W, le vecteur qui est juste ici, qui est non nul, et qui nous permet bien de générer tout G, il n'y a pas de problème. Mais là, vous êtes d'accord que si jamais vous concaténez U, V et W ensemble, et que vous formez une famille B composée des vecteurs U, V, W, c'est ça ce que ça veut dire, concaténer des familles, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir une base de E, une base de R3, parce que U, V, W, là, avec ces trois vecteurs, vous pouvez aller choper n'importe quel vecteur de E, n'importe quel vecteur de R3, comme combinaison linéaire de U, V et W, tout simplement. Voilà, B qui est ici, U, V, W, c'est une base de R3. Or, là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que là, le mot de base, il recouvre deux notions.
comme vous le savez très bien, c'est d'abord la notion de générateur, enfin, il faut que la famille soit génératrice plutôt, et ensuite c'est la notion de liberté, il faut que votre famille soit libre. Voilà, il faut ces deux caractéristiques pour cette famille qui est juste ici. Pour que ce soit une base, il faut que la famille soit génératrice, mais il faut aussi qu'elle soit libre, évidemment. Le caractère générateur, le fait que votre famille ici soit génératrice, de toute façon, c'est acquis. C'est sûr, parce qu'on sait que lorsqu'on concatène une base de F et une base de G, et ben nécessairement, ça va faire une famille génératrice, ça en est sûr, de F plus G. Ça, c'est absolument certain. On avait fait une vidéo là-dessus avant. Là, si vous prenez une base B1 de F et une base B2 de G, lorsque vous les concaténez ensemble, ces deux bases, vous allez obtenir une famille de vecteurs qui sera obligatoirement génératrice de F plus G. Or, ici, F plus G est égal à E. Donc, nécessairement, vous savez que là, la famille que vous venez de créer ici, c'est nécessairement une famille génératrice de F plus G, c'est-à-dire une famille génératrice de R3, qui est E. qui est bien égal à F plus G. Ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, de toute façon, c'est absolument sûr. Le caractère générateur, il n'y a aucun problème là-dessus. En revanche, en ce qui concerne le caractère de liberté de la famille là, que vous obtenez par concaténation entre ces deux bases-là, comme on l'a dit dans une vidéo précédente, il n'est jamais acquis. Jamais acquis. Il faut faire très attention à ça. Et en fait, ce caractère de liberté, d'où est-ce qu'il vient? Il vient de ça. Il vient du fait que f inter g est réduit au vecteur nul. Bah ouais. Parce que si f inter g est réduit au vecteur nul, bah ça veut dire que f et g n'ont fichtrement mais rien en commun à part ce vecteur nul. Donc vous êtes certain que là, dans votre base B1 et dans votre base B2, bah vous êtes certain que là, dans B2, il n'y a aucun vecteur. Bon là, il n'y en a qu'un seul, mais il peut y en avoir plus. Mais vous êtes sûr que dans B2, il n'y a aucun vecteur qui peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs de B1 ou réciproquement. Puisque f et g n'ont rien en commun à part le vecteur nul. Donc c'est juste impossible. Et là, on le voit très bien. C'est-à-dire que, vous voyez, si jamais je prends un vecteur là qui est sur la droite g qui est ici, vous voyez, imaginons que je veux mettre là, ou là, par exemple, si je mets là, ici, sur g, est-ce que je peux l'écrire comme combinaison linéaire de u et v? Absolument pas, parce que u et v, une combinaison linéaire de u et v, ça va juste m'amener où je veux, mais juste sur le plan. Je ne pourrai jamais traverser le plan. Vous voyez ce que je veux dire avec une combinaison linéaire de u et de v? C'est pas possible. Donc tout ça pour dire que lorsque f inter g est réduit au vecteur nul, vous savez que lorsque vous allez concaténer là, la famille qui est ici avec celle-là, qui sont à vrai dire bon, là, une base de f et une base de g, vous allez obligatoirement obtenir ici une famille qui va être libre. Et comme vous êtes face à une famille en plus qui est génératrice, qui vous donne E, vous avez nécessairement une base. Donc vous êtes sûr en tout cas ici d'avoir aussi de la liberté, mais ça c'est dû à ça, c'est parce que vous êtes en somme directe, c'est ça qui est super important. Et donc là ce qu'il faut retenir, c'est un théorème en réalité, c'est que E est somme directe de f et de g si et seulement si, lorsque vous prenez B1 une base de f et B2 une base de g, et que vous faites la concaténation de B1 et de B2, ça vous donne une base de E. C'est ça le truc. Voilà le théorème. Si jamais vous prenez E, un espace vectoriel de dimension finie, vous prenez F et G, deux sous-espaces vectoriels de E, de base respective B1 et B2. Donc là, dans notre exemple, E, c'était quoi? C'était R3 tout entier. D'ailleurs, je vais le remettre. Voilà, E, c'est R3. On a pris deux sous-espaces vectoriels de E, F et G. F, c'est le plan de base B1, UV, voilà, c'est ça. G, c'est la droite qui est ici. Sa base, c'est W, c'est ça. Et là, on nous dit, c'est un théorème, ça, E, donc notre espace vectoriel R3, est en somme directe là, de F et de G, c'est-à-dire que F et G sont supplémentaires dans E si vous voulez, c'est la même chose, si et seulement si la concaténation de B1 et de B2 forme une base de E. Là, c'est exactement ce qu'on a ici. B1, c'est UV, B2, c'est W. Si jamais vous concaténez ces deux familles, ça vous fait ça, et ça vous fait bien une base de R3 parce que c'est générateur et en plus, c'est libre. Voilà pour ce théorème qui est quand même assez sympa, parce qu'il nous permet quand même de bien revoir la définition de ce que c'est qu'une base. Ça n'est pas une moindre chose.